Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous. Pour vous retrouver ce point de marché, nous sommes le lundi 19 février 2018. Aujourd'hui, on va faire un point de marché global sur ce qu'on a à prévoir pour cette semaine, un petit briefing de la semaine dernière, les graphiques hebdomadaires, bref. On va profiter de ce jour où il y a très peu d'annonces macroéconomiques pour faire prendre une vision un peu plus globale du marché. Alors avant toute chose, je vous invite à prendre connaissance de cet investissement légal sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement en service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bonjour à vous Lagdar, j'espère que vous allez bien. Raymond que je salue également. Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices. Euh, alors, petit résumé de la séance asiatique ce matin. On a le yen, le gold qui recule, le Nikkei et le Hang Seng qui progressent. Alors à 8h48, vous pouvez voir que le Nikkei et le Hang Seng progressaient, avaient la même performance, pardon. Chose un petit peu, euh, comment dire, anodin, mais bon. On a clairement ce graphique qui nous montre de l'appétit pour risque, ou du moins un rebond technique des marchés. Voilà. Au niveau du calendrier économique, comme vous pouvez constater, on a eu quelques statistiques néo-zélandaises, une statistique, c'est la balance commerciale au Japon qui a été publiée alors en baisse pour le mois de janvier, mais sur un montant annuel, sur un rythme annuel, on a une balance commerciale qui continue de progresser. C'est le 14e mois consécutif de hausse. Et sinon, pour le restant de la journée, on aura à 18h45 un discours de Mark Carney à Londres. Donc il y a le thème, on ne connaît pas encore vraiment le thème, c'est pas par rapport à la politique monétaire, en tout cas c'est pas une décision des taux, je vous rassure, mais voilà, ça sera l'événement pardon à surveiller pour ce soir. Voilà. Et entre temps, eh bien comme vous pouvez constater, il n'y a aucune annonce majeure. Alors on passe directement à la plateforme. Bonjour à vous, Nicole, j'espère que vous allez bien. Tendance du gold et du silver, très bien. Catherine, Didier. Alors on va commencer par les matières premières, tiens. Alors le gold, sur l'hebdo, vous voyez qu'on a... Alors cette oblique on peut enlever, hein, étant donné qu'on a eu un petit excès ici, donc on peut la supprimer. Si je devais tracer une oblique de fond, ça serait celle-ci. Donc on est loin, hein, on est très loin. Donc elle nous intéresse pas pour le moment. Mais voilà, c'est toujours bien de la tracer, de la mettre en évidence. Et il n'est pas dans un canal. Ça ressemble plus à un triangle rectangle dans lequel le cours dans lequel le cours de l'or évolue. Triangle rectangle, la cassure en général se fait par le haut. Vous voyez, on a la ligne, on a la résistance horizontale, et ensuite on a l'oblique qui vient faire de plus en plus de pression, et qui généralement aboutit par une cassure à la hausse. En journalier, alors en journalier, vous pouvez voir qu'il y a encore une fois une prise de bénéfice à 1350. Hein. C'est un seuil qui est dépassé en intraday. Il y a peut-être une ou deux séances qui sont dépassées, mais tant que vous voyez ce plus haut hein, qui a été inscrit, souvenez-vous, à l'été 2016, tant qu'il n'est pas dépassé à 1375, on peut dire que le cours n'est pas dans une tendance haussière sur du court terme. Vous voyez que ouais, c'est cette zone, ça c'est le plus haut, on vient l'étendre. Cette zone, on peut considérer cette zone-là comme une zone de résistance. Donc globalement, tant que le cours ne dépasse pas celle-ci, on va s'abstenir tout simplement à rentrer à l'achat pour viser les 1400 $. Même si on rentre, c'est au-dessus de 1375, tant pis, on rentre pas à 1350, mais au moins ça nous évite à éviter d'avoir des outils à 1400 et se faire sortir bêtement à 1350. Voilà, on peut tracer une oblique haussière intermédiaire qui matérialise quoi? Elle matérialise une accélération de la tendance. Alors, on peut la tracer comme celle-ci, on va plutôt la tracer comme celle-ci, même s'il a été cassé, donc bon, elle a été réintégrée. Il faudrait qu'il y ait un troisième test de cette oblique pour qu'elle soit validée. Mais vous voyez que même si on trace, pardon, même si on trace donc cette oblique
on est quand même en accélération de tendance. Vous voyez que cette oblique, elle est plus haussière que celle de long terme. Donc on est dans une phase d'accélération sur du moyen terme. Et sur du court terme, pardon. Alors normalement, pour bien faire au niveau de l'analyse technique, faudrait en fait faire comme cela. Et ensuite, voilà. Donc là, on a la tendance de long, moyen et court terme. Voilà. Voilà, donc on a des obliques. Pour le cours de l'or, moi, je suis neutre sur les prix actuels. Pourquoi je suis neutre? Et bien tout simplement parce que on peut dire que la version pour risque a atteint quand même, je pense, un sommet. Si on regarde le cours de l'or, il est sous résistance. Les marchés obligataires, le 10 ans américain est près de 3%. On regarde le franc suisse ou l'yen, sont quand même quand même bien progressé depuis le début de l'année. Donc voilà, j'estime que une phase de respiration n'est pas à exclure. Surtout que Wall Street a repris des couleurs la semaine dernière. Le S&P a pris 4,3%. Le DXY, d'un autre côté, est toujours sur un support majeur. Ce support, vous voyez, à 88,20 à peu près, c'est un niveau de support majeur qui n'a pas été dépassé sur le graphique hebdomadaire, comme vous pouvez constater. Donc, tant qu'on n'a pas de clôture journalière, hebdomadaire, pardon, en dessous de ce support et en dessous de cette oblique haussière qui va chercher tous les points bas depuis, vous voyez, 2011, eh bien, on peut dire que le risque baissier est assez limité. Donc voilà. En plus de cela, on a une divergence haussière qui accompagne ces supports. Donc, ouais, c'est pas le moment de rentrer à l'achat parce qu'on sera contre tendance, mais en même temps rentrer à la vente sur un niveau de support accompagné d'une divergence, c'est un petit peu risqué à mon goût. Donc concrètement, on a un potentiel haussier qui n'est pas négligeable. Je ne dis pas que c'est le plus probable, mais en tout cas, ça l'est. Donc si on a en théorie un rebond du dollar, ça fera pression sur l'or. Donc pour moi, l'or, il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, l'argent, on avait un signal haussier, souvenez-vous, depuis les 16 dollars et quelques. Eh bien, signal haussier jusqu'à 17,65. En fait, on vient viser un rattrapage de cours de l'argent. Parce que si on superpose le cours de l'argent et le cours de l'or, ce sommet-là, jeudi 25, qui est à 17,50, eh bien, l'or l'a comblé. Vous voyez, il est revenu à 1355, alors que l'argent n'est pas revenu. Donc concrètement, si on doit avoir une hausse de l'or, normalement l'argent devrait superformer. Donc personnellement, je préfère me positionner en hausse, à la hausse sur l'argent, plutôt que sur le cours de l'or. Direction, encore une fois, les 17,50 à court terme. Parce que si l'or vient chercher les 1400 dollars, l'argent ira très probablement chercher les 19. Et les 19 depuis les prix actuels, ouais, que c'est un niveau, c'est quand même 13% de hausse. Pour ce qui est du gaz, alors le gaz qui est toujours sous son support, hein, vous voyez que voilà, support testé à plusieurs reprises. Donc voilà, d'un point de vue de l'analyse technique et uniquement de l'analyse technique, j'ai envie de dire que je préfère privilégier la hausse, la hausse du gaz, direction les 3,20. Voilà, je pense que c'est un niveau qui me semble à mon goût intéressant et qui, d'un point de vue technique, est une zone de résistance importante. Donc voilà, l'achat depuis ces supports-là, je pense que ça vaut le coup en termes de ratio risque-rendement au niveau des prix actuels. Vous voyez un stop sous le précédent plus bas, donc environ 135 points pour viser. Bon, on va viser 3,15 à peu près. Bon, il fait 552. C'est un ratio risque-rendement de 5, ce qui est plutôt intéressant. Alors Raymond qui me dit j'ai abandonné le gaz, marre d'attendre. Eh bien écoutez, tant pis, c'est pas grave. Hein, moi je suis là juste pour refléter des niveaux de support de résistance. Après vous faites ce que vous avez envie. En tout cas j'espère qu'il ira atteindre les 3,2 dollars. Ça serait une bonne chose. Raymond qui me demande le pétrole. Alors le pétrole. Alors pour le Brent et pour le brut, hein, le Brent et le brut ont rebondi sur des niveaux de support en début de semaine dernière. Ils clôturent sous des supports, sous des résistances psychologiques, pardon, 65 dollars. 65 dollars, vous voyez que c'était un niveau de résistance le 13 décembre, mais également le 8 novembre. Pour le brut,
il est à 62, sous sa moyenne mobile à 20 et 50 séances. Vous voyez que ce rebond, c'est plutôt technique, hein. Pourquoi technique? Parce que le RSI avait atteint des niveaux de survente, donc c'est forcément tout excès, hein, que ce soit en surachat ou en survente, et bien précède généralement des rebonds ou des renversements, donc voilà, rien d'anormal. On reste au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, que ce soit le Brut ou le Brent, donc on reste dans une tendance haussière sur du moyen long terme. Ce qui matérialise quoi? Eh bien, ce qui matérialise tout simplement une hausse de la croissance mondiale. Je vous rappelle que si on a une hausse des matières premières, on peut dire que, eh bien, d'un point de vue fondamental, on a une bonne analyse fondamentale d'un point de vue global sur l'ensemble du monde. C'est-à-dire que on est plutôt dans une croissance mondiale parce qu'on a une hausse de la demande. Donc si on regarde un petit peu tous les pardon, toutes les matières premières, hein, depuis le début de l'année, elles sont quasiment toutes en progression. Le pétrole, l'or, le gaz, alors le gaz, vous voyez, le cuivre, pardon, on est revenu à des niveaux du début d'année. L'argent, on y arrive. Et pour le brut, vous voyez, c'est pareil, on y arrive. On est plutôt en phase d'expansion. Et en 2007, ça a été également une belle phase d'expansion de la croissance mondiale. Voilà, donc en général, les matières premières reflètent assez bien la croissance. Donc pour ce qui est du light, Raymond, si je devais résumer, concrètement on a une forte zone de résistance qui est la convergence de ces deux moyennes mobiles. En plus de cela, on a le RSI à 50. Si on a une clôture journalière au-dessus de ces deux moyennes mobiles et le RSI au-dessus de 50, ce sera un signal haussier direction les 65 $. Voilà un petit peu pour ce qui est du brut et du Brent. Après, d'un point de vue fondamental, on a quand même une accélération de la production américaine, bien que l'OPEP estime que ces efforts vont tout de même permettre un rééquilibrage du marché du pétrole d'ici la fin de l'année. Donc sa mission devrait être respectée même si on a la production américaine qui augmente. Voilà, c'est ce qu'elle a indiqué, c'est ce que l'OPEP a indiqué la semaine dernière. C'est pour ça qu'on a eu ce rebond. Vous voyez. Donc et d'un point de vue technique, ça se justifiait par les RSI qui arrivaient dans des zones de survente. Maintenant voilà, tout ce qu'il faut surveiller, je pense qu'en 2018, c'est la production bien évidemment de l'OPEP, mais surtout l'activité pétrolière aux États-Unis, que ce soit les puits en activité, que ce soit la production, que ce soit les stocks. Voilà. Les États-Unis sont vraiment exportent de plus en plus, hein. En décembre, les États-Unis ont exporté pour la première fois au Moyen-Orient. C'est un petit peu paradoxal, hein, mais voilà, on a quand même des États-Unis qui exportent en France, hein, qui exportent en Europe, qui exportent au Moyen-Orient. Je rappelle qu'il me semble le premier cargo américain qui a débarqué en France, donc c'était pour le pétrole, hein, c'était en 2014 ou 2015 à Marseille. Voilà, donc c'était il y a pas si longtemps que cela. Alors bref, on fait la suite. Donc Nicole qui me dit une épaule tête épaule inversée. Alors c'est sûr, la tendance du gold et du silver. Alors voyons cela de plus près. Épaule tête épaule inversée. Alors je vois un petit peu, je pense voir. Alors est-ce que cela dont vous voulez parler, donc l'épaule, la tête et l'épaule. Alors oui, pourquoi pas. Moi je suis pas très fan des épaules tête épaule comme celle-ci. Je préfère des grandes épaules tête épaule. Je veux dire qui prennent un certain temps. Voilà, ça c'est un petit peu brouillon et personnellement après c'est mon opinion, l'analyse technique c'est un petit peu relatif, hein, mais moi je trouve que si on se permet après ça reste bon, hein, d'un point de vue technique, hein, mais je pense qu'on peut constater des épaules tête épaule de ce type un petit peu partout. Voilà. Maintenant, si on en cherche des plus grandes, des plus solides avec des vrais rebonds dessus, etc. Euh, eh bien, je pense que c'est ceux-là qui sont plus intéressantes. Maintenant, techniquement, cette épaule tête épaule inversée, elle est valable. Voilà, elle est valable. Donc, euh, donc voilà, en cas de cas sur la ligne de coup, ça serait un signal haussier. On prendrait
la hauteur de la tête et on la reporterait à la hausse, qui nous donnerait de vue à un objectif à peu près à 1400 $. Et pour le silver, pour l'argent, alors non, il n'y a pas vraiment de tête. Ah, si. Donc l'épaule, tête, épaule, voilà. Celle-là, je préfère. Je préfère celle-là. Pourquoi? Parce que vous voyez, elle est plus longue, elle est plus proche, pardon, plus propre. On a l'épaule, la tête, l'épaule. Voilà. Donc si on a une clôture au-dessus de cette ligne de coup, signal haussier, et pareil, ça donnera de vue à un objectif vers les 17,50. Voilà. On passe donc au forex. Donc le dollar, mon opinion concrètement, tant que le dollar reste au-dessus de de ce support en journalier et en hebdomadaire, je maintiens un avis plutôt neutre. Voilà. Je maintiens un avis plutôt neutre sur du court terme. À moyen terme, on est carrément dans une tendance baissière. Donc, si on a le cours qui revient dans cette phase haute, cette borne haute, j'ai envie de dire, du canal, eh bien, ce sera le moment de s'intéresser à la vente. Voilà. Donc, si on revient à 90, ça serait potentiellement un niveau de prix intéressant pour passer à la vente. L'euro-dollar, quant à lui, devrait rester neutre. Si on a le DXY qui reste neutre, on devrait avoir l'euro-dollar qui également devrait rester neutre. Donc voilà, c'est pareil. Si le cours revient en bas de ce canal, ça serait techniquement un niveau de prix intéressant pour passer à la vente. Maintenant, attention, on a quand même une divergence qui semble être en train de se mettre en place, donc prudence. Le GBP. GBP, c'est pareil, on est dans un canal ascendant depuis, vous voyez, le printemps 2017. Techniquement, on n'est ni sur un niveau de prix intéressant, mais d'un point de vue momentum également. Si on regarde momentum qui revient pas sur ce support, Turk qui ne revient pas sur ce support, je pense que c'est pas le moment de s'intéresser à l'achat du GBP face au dollar. Voilà, si on revient, l'idéal ce serait que le cours revienne dans sa borne basse, plus que le momentum arrive sur support. Là, ça serait un momentum parfait pour rentrer à l'achat sur le GBP. Le NZD qui a rebondi, alors non. L'objectif à 50% a été un échec. Donc voilà, la moyenne mobile a été presque atteinte, mais les 50% étaient un échec. Voilà, faut le remarquer, hein. Faut savoir le reconnaître. Et donc, actuellement sous 0,74, tant que les DXY tiennent, tant que le DXY tient ce support, je pense que l'NZD ne devrait pas marquer des nouveaux records, à part si on a une montée en puissance du côté de la Nouvelle-Zélande. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas le cas, donc plutôt un avis de consolidation sur les paires majeures à court terme. À part sur, on va le voir, l'USD CAD et l'USD Yen. Pourquoi l'USD CAD? Je suis baissier. Parce que voilà, je vais vous faire voir un graphique. C'est le CAD, un indice CAD, indice dollar canadien, index. C'est pas le CXY, c'est un autre indice que c'est moi cette fois-ci qui est réalisé, c'est tout simplement les paires majeures. Et vous pouvez voir que donc si on compare au CXY, c'est à peu près voilà, ça se ressemble. Hein. Voilà, comparé au CXY. Sauf que celui qu'on a devant nous est pondéré et beaucoup mieux pondéré. Voilà. Donc, si je regarde cet indice CAD, le RSI est sur un niveau, eh bien, vous voyez, de survente. Et la dernière fois où il avait atteint des niveaux de survente, vous pouvez voir qu'on avait eu un rebond. Bon, certes, on avait eu un faux rebond au début, mais ensuite, vous voyez que, ah non, c'était une divergence, pardon. On avait bien eu une divergence haussière. Vous voyez, le prix qui marque des plus bas, le RSI qui marque des plus hauts. Donc, divergence haussière. Donc voilà, le dollar CAD, concrètement, les positions vendeuses, faut, je pense, arrêter sur du court terme. Je ne dis pas que faut acheter le dollar CAD sur du moyen long terme, mais en tout cas, pour le moment, je pense qu'il faut plutôt privilégier la super-performance du dollar CAD plutôt que le dollar US. Donc, étant donné que l'USD CAD est revenu sur cette moyenne mobile à 200 jours, c'est un niveau de résistance important. Donc, je pense qu'il faut plutôt privilégier la vente de l'USD CAD sur un niveau de prix actuel vers ce support-là. Donc, comme on peut constater, c'est aux alentours des 1,24, voire même plus bas à 1,2350. L'USD Yen. L'USD Yen, voilà, moi j'anticipe un rebond. Pourquoi? Parce que eh bien ce support du momentum qui fonctionne plus ou moins depuis le printemps 2017, eh bien voilà, devrait provoquer un rebond du prix.
forcément, hein, le momentum devrait respirer, l'euphorie devrait s'arrêter. Et en général, dès qu'on a un retracement de 50% de la précédente tendance, eh bien, on considère que l'euphorie peut reprendre. Donc 50%, vous voyez que c'est vers les 109, 46. Moi, je pense que ça va se faire avant. Je pense que vers les 108, 54, il faudra déjà s'intéresser aux positions vendeuses. Voilà. Maintenant, techniquement, c'est possible que le prix revienne à 109, 50. En tout cas, d'après le retracement de Gann et le retracement de Fibonacci, c'est euh, c'est la zone la plus probable. C'est 38, 50 et 62. Un mot sur le GBP Yen, l'euro CHF et l'euro GBP. Très bien. Alors, le GBP Yen, on va commencer. Moi, je trouve le GBP Yen sur un niveau de support assez intéressant. Moyenne mobile à 200 jours. Le RSI qui commence à s'aplatir. RSI qui commence à s'aplatir, c'est généralement un signal haussier. En tout cas, comment dire, ça présume d'un signal haussier. Donc, voilà, faut commencer à s'intéresser aux positions acheteuses, à mon goût. Et, et donc, voilà. Moi, je pense que le biais est plutôt haussier. Si on regarde le yen, si on regardait les paires en yen, puisque le GBP yen, regardez, GBP yen sur support, non seulement sur un moyenne mobile à 200 jours, mais également sur un support technique qui est les 148, 53, et également sous l'influence de seuil psychologique, le seuil psychologique à 150. Vous voyez, on reste quand même dans une phase d'influence de ce seuil. On regarde la UDN. La UDN sur support. Alors je l'ai pas tracé, mais vous voyez que c'est ce support-là, c'est une résistance auparavant. Donc on est sur un support. Le CAD yen sur support. L'euro yen. L'euro yen, très très bon niveau de support. Petite parenthèse, l'euro yen, honnêtement, si on ne passe pas à l'achat aujourd'hui, on ne passera à l'achat jamais. Donc à vous de voir, mais techniquement, on est non seulement à la moyenne mobile à 200 jours, en bas de ce canal haussier. Donc voilà, concrètement, assez intéressant. Donc le yen sous résistance également. Si l'euro yen est sur support, c'est-à-dire que le yen est sous résistance. L'USD yen, pareil, il a échoué sous cette résistance à 105. Encore une fois, si l'USD yen rebondit, c'est-à-dire que le yen retrace. Et le NZD yen, alors le NZD yen n'en a rien, mais donc voilà, vous l'aurez vu, quand même le yen est quand même sous résistance, ça a pas mal de devises majeures. Donc il y a beaucoup plus de chances qu'on ait un repli du yen en ce moment. Donc GBP yen, voilà. Moi GBP yen, concrètement, je passe haussier. Je pense qu'on est sur un niveau de prix très intéressant. Direction au moins 152,80. Tout comme le CAD yen. Encore une fois, le CAD yen, on est sur un niveau de prix très intéressant. Donc voilà, regardez un petit peu cet indice, donc le yen, tac tac, voilà, yen, c'est pas yen index, encore une fois, c'est les devises majeures. Si je devais le superposer au yen index, voilà le yen index. Sauf que celui devant nous, celui en marron, est pondéré de façon plus équitable. Donc, bon, c'est à vous de voir. Après, ça reste un indice. Hein, donc, un indice, ça donne que une tendance. Je vous rappelle, le premier indice qui a été créé, c'était d'ailleurs un indicateur. Et vous ne devinerez peut-être pas. D'ailleurs, ceux qui le savent, vous le mettez dans la boîte de dialogue. Et si vous gagnez, eh bien, je vais réfléchir au gagnant, mais au lot. Mais voilà, ceux qui peuvent me dire le premier indice qui a été créé, qui était à la base un indicateur, ceux qui a la bonne réponse, je vais trouver un lot. Mais voilà, ça va être un petit jeu. Et j'y répondrai bien évidemment à la fin du webinaire pour ceux qui n'auront pas trouvé. Donc le yen index, vous voyez, sous résistance, le RSI en zone de survente, en zone de surachat, pardon. Les dernières fois où il a atteint cette zone de surachat, vous pouvez voir qu'on a eu un repli. Vous voyez, on va enlever ce yen index. Donc, surachat, et encore une fois, le surachat. Donc le yen, perspective baissière pour cette semaine. Donc le CAD, l'euro, tous les autres devises majeures devraient mécaniquement remonter. Le dollar peut-être un peu moins, mais voilà, le CAD, grosse conviction haussière. Le GBP, yen également. Voilà. Et donc un mot, l'euro CHF,
Alors non, pas le premier indicateur, le premier indice boursier, qui était à la base un indicateur technique. Voilà. Qui est devenu maintenant un indice. Qui est devenu un indice boursier. Voilà, je vais pas vous en dire plus parce que sinon ça va être trop facile, mais Euro SHF et Euro GBP, donc l'Euro SHF. L'Euro SHF sur moyenne mobile à 200 jours. Moi, mon biais, il est plutôt haussier depuis cette moyenne mobile. Hein. On a eu la cassure du biseau. Cassure du biseau, c'est pardon un signal baissier. Normalement, l'objectif théorique, c'est qu'il revienne chercher le plus bas de sa première oscillation. Donc sa première oscillation, c'est celle-ci. Vous voyez, c'est cette oscillation, c'est ces oscillations-là. Donc la première, c'est en théorie. Hein. Donc, alors, tac, tac. Alors non, pardon. C'est celle-ci parce que là, c'était pour former le biseau. Donc la première oscillation, voilà. Ça devrait être, en théorie, un objectif jusqu'à 1,14. Maintenant, moi, je ne pense pas. Hein. On a quand même cette moyenne mobile à 200. On a le sub psychologique. Si on casse ce support, ça veut dire qu'on ira chercher beaucoup plus bas. On pourra utiliser les fibos, et dans ce cas-là, on ira chercher 50%, c'est-à-dire au moins un 12,43. Voilà, donc, tant que le cours se situe au-dessus de cette moyenne mobile et au-dessus de 1,15, moi, mon biais, il est plutôt haussier. Et j'anticipe plutôt une consolidation entre 1,15 et ce plus haut, cette clôture de 2017 à 1,17. L'euro GBP. L'euro GBP, c'est pareil. Cette fois-ci, on a un biseau ascendant. Non pas descendant, mais ascendant. Un biseau, c'est une figure de retournement. Donc, on a plus de chances que le cours casse à la hausse plutôt qu'à la baisse. Et donc, là, on est vous voyez, on était en haut de cette oblique qui faisait résistance. L'analyse technique, eh bien, suggère plutôt une baisse. Donc, c'était notre scénario, ou en tout cas, dans mon article Livre Stanley de cette semaine, je ne sais pas si je l'ai dit dans le webinaire, mais j'avais plutôt un signal baissier, plutôt un sentiment baissier, direction. Alors, peut-être pas en bas du biseau, mais au moins, vous voyez, jusqu'à 0,8750. Le RIS alimentaire. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est le RIS alimentaire. Donc, non, je ne sais pas. Franck, ce n'est pas ça. Voilà donc pour les paires majeures. Donc, si je vais résumer un petit peu pour le Forex, on a un dollar sur support, le yen sous résistance face à la plupart des paires majeures. Si on regarde maintenant, attention. Oups, excusez-moi. Alors, si on regarde les autres indices, donc là, on a le GBP index. Vous voyez que le GBP n'est pas suracheté. Il l'était en fin janvier, mais plus maintenant. L'euro index non plus. L'USD, vous voyez qu'on a une pseudo divergence haussière. Si c'est pas le DXY, hein, c'est l'indice dollar. On a une devise haussière, on a une divergence haussière, pardon. Et vous pouvez voir que les divergences haussières ont quand même assez bien fonctionné également sur cet indice, à l'image un petit peu de, vous voyez, hop, et alors ça m'énerve. Alors, vous voyez, on avait une belle divergence haussière. On avait une belle divergence haussière, donc voilà, prudence. Mais le rebond du dollar n'est pas si loin que cela. Il faudrait une cassure au-dessus de 50. Vous voyez que 50, ça a été une zone d'échec la semaine précédente. Ouais, 50. Vous voyez qu'on n'a pas réellement dépassé 50. Donc, faudrait une cassure de 50 pour que la divergence soit réellement validée. L'AUD en zone de survente précédemment. Le NZD, on est un petit peu au milieu de nulle part, et donc le CAD, on l'a vu. Donc le CAD, assez intéressant face à l'achat. Et le yen, à l'inverse, en zone d'excès, donc plutôt s'intéresser à la vente. Donc le CAD yen, c'est pour ça que personnellement, j'ai plutôt une conviction haussière sur le CAD yen, une forte conviction haussière. Le GBP yen également, l'euro yen, voilà, mais surtout le CAD yen. Et l'euro yen, techniquement, honnêtement, il est très très bien positionné, cet euro yen. Alors, je passe aux indices. J'ai des questions sur les indices. L'Eurostoxx 50,
qui voilà rebondit enfin, qui sort de sa zone de voilà, de consolidation. Alors il revient au-dessus de 3430, signal haussier, direction les 3500. Voilà, donc pour ceux qui ont payé le bas du retracement, bah, tant mieux pour vous, c'est très bien. Je pense qu'on peut avoir une perspective haussière jusqu'au précédent sommet, tout simplement. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a de l'appétit pour risque, encore une fois, qui revient. Au final, ce mini flash crash qu'on a eu, c'est plutôt une liquidation, pardon, des positions sur le VIX. Voilà, qui a fait pression, et donc voilà, on a eu le S&P qui est revenu, qui a bien retracé, tout comme l'ensemble des indices. Mais ça n'était en rien, fondamentalement, encore une fois, ce repli ne signalait rien de fondamental. Il n'y avait aucune justification fondamentale. Bon, par contre, on a toujours ce momentum en excès sur le plan mensuel du S&P, même s'il a bien respiré la semaine dernière, enfin grâce à ce crash, on a quand même, pardon, sur le graphique mensuel, oui, on a quand même encore un indice qui est en excès. À l'inverse des indices européens. Vous voyez, donc les indices européens, voilà, plutôt un sentiment haussier. Vous voyez on est quand même à un peu plus de 7% plus bas du précédent sommet. Donc voilà, l'Eurostoxx 50 me semble assez intéressant. Il me semble assez intéressant. Le CAC, alors, le CAC, il teste les 5003, la moyenne mobile à 200 jours. En cas de clôture au-dessus de ce niveau de prix, ça sera un signal haussier direction les 5005. Je pense qu'on peut d'ores et déjà prévoir une hausse du CAC jusqu'à ce niveau de prix. Je rappelle, cette semaine, on a les minutes de la Fed mercredi soir et on aura des PMI de la zone euro qui seront publiés jeudi. Et pour le DAX, donc en intraday, vous savez, vous pouvez prendre les points pivots. Là, on est à 12005. 12005, c'est un niveau c'est un swap psychologique, hein, donc c'est bipolaire, hein, tout comme l'ensemble des supports ou résistances. Un niveau de support dépassé devient une résistance, et une résistance qui est dépassée devient un support. Voilà. Donc c'est bipolaire, un niveau de prix support ou résistance, ou même un swap psychologique. Donc ça peut autant être un niveau de support que résistance. Voilà, ajoutez ça avec des points pivots, vous aurez des niveaux de prix assez intéressants, plus la moyenne mobile de 100 jours. Voilà. Donc plutôt une opinion haussière sur les marchés actions européens cette semaine. USA fermé aujourd'hui. Exactement, François, vous faites bien de le préciser. Je l'ai mis dans mon article pour ceux qui ont lu mon article en début de bien que je publie le dimanche. C'est le résumé, c'est les prévisions pour la semaine prochaine avec le calendrier économique. Eh bien, nous avons aujourd'hui qui est fermé en Chine, qui est fermé aux États-Unis, au Canada. Bref, ça va être une journée assez calme. Donc, voilà pour les indices. Ça va être assez calme. Encore une fois, marché actions américains qui sont fermés. Donc voilà, on a très peu de volume, hein, très peu de volatilité. Donc ça va être du trading de range en intraday, je pense. Pour le FTSE, alors, pour le FTSE, on n'a pas vraiment d'oblique assez intéressante en ce moment. Ou en tout cas, j'ai du mal à les voir. On peut dire qu'on évolue peut-être dans un canal. Alors dans un canal haussier, d'un point de vue analyse technique, la borne haute est moins efficace que la borne basse. Faut savoir. Et dans un canal descendant, c'est l'inverse. C'est le haut qui est plus important. Donc voilà. Donc si je devais illustrer l'importance, voilà. Donc là, fort support et la résistance, c'est dans un canal haussier, la résistance, voilà, l'oblique haussière en haut, elle n'a pas un rôle aussi important que le support. Donc on peut dire que le FTSE est dans un canal qu'il est haussier tant qu'il se situe voilà, dans ce canal. Même s'il est assez large ce canal, je vous l'avoue, on reste quand même dans une tendance haussière. Les 7000 points, vous voyez que c'est un support psychologique, donc c'est un niveau de support
très intéressant pour passer à l'achat, c'est seuil psychologique. Donc si on a un retour à 7000, je pense que ce serait une opportunité d'achat. Donc là, je pense que le FTSE il est parti pour venir chercher les 7005, 7006 d'ici la fin du mois. Donc voilà pour ce qui est des indices, honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire sur les indices. Il y aura peu de volume, peu de volatilité aujourd'hui. Si vous constatez des niveaux importants, par exemple sur l'Eurostoxx, on sait qu'on a les 3400, 3430 qui sont importants. Donc ça peut être un support intraday. Mais voilà. Il n'y aura pas de jambes de hausse ou il n'y aura pas de forte volatilité aujourd'hui. Donc attendez-vous plutôt au niveau des indices sur du range trading. Des points pivots, le R1 et le S1 feront, je pense, très bien l'affaire. L'USD Yen, me demande François. Donc l'USD Yen, encore une fois, mon cher François, nous avons un Yen sous résistance. Si on regarde le Yen Index, au-delà de l'USD Yen ou peu importe, si on regarde le Yen Index, zone de survente, survente et survente. Vous voyez. Donc je préfère avoir une opinion baissier sur le USD Yen pour cette semaine et probablement pour la semaine précédente, pour la semaine prochaine, pardon. En fait, tant que le RSI va être dans sa zone de survente ou même au-dessus de 50, eh bien, j'aurais plutôt une opinion baissée. Donc, je pense qu'on peut mettre en place des stratégies vendeuses du yen tant que le RSI est au-dessus de 50 de cet indice-là. Vous voyez, à chaque fois que le RSI était en zone de surachat, par la suite, on a eu quand même des belles baisses. Donc, voilà, le yen, personnellement, je préfère le vendre cette semaine. Donc USD Yen, je pense qu'il peut très bien venir à 108. L'euro Yen, je pense qu'il peut très bien venir à 135. Et surtout, le CAD Yen, qui, selon moi, peut venir chez les 87. Au vu du CAD Index. CAD Index, c'est un petit peu l'inverse en ce moment du Yen, c'est-à-dire que le Yen qui est en surachat, le CAD qui est en survente. Voilà. Et les dernières fois où il était en survente, vous voyez qu'on a eu des bons rebonds. Donc voilà, je préfère croire ce CAD Yen. Je dirais pas que c'est la stratégie de la semaine, mais pour le moment, c'est ma plus forte conviction. Pour cette semaine, je dis bien. 110, un peu trop, me dit François. Alors, 110, ça me semble un peu loin pour le moment. Déjà, si le cours revient à 108, c'est quand même l'ancienne borne basse du range. Vous voyez, de cette tendance plate. Donc, déjà, s'il revient à 108, ça serait une bonne chose. Voilà, donc, je vois que personne n'a pu trouver cet indicateur, cette petite question du jour. Donc, sachez que le premier indice qui a été créé, c'était un indicateur. Ça servait comme un RSI ou ça servait à mesurer le contexte fondamental. En fait, ça reflétait l'économie et c'était le Dow Jones. Dow Jones, c'était un Dow Jones avec 20 valeurs auquel on en a ajouté 10 en fin d'année 80 ou 90, je me souviens plus exactement. Donc ça a fait le Dow Jones 30, mais auparavant c'était c'était 20 valeurs. 10 valeurs plus 20 qui ont été regroupées dans un indice et qui était un indicateur en fait qui était en bas de chaque action en fait. Vous aviez une action, par exemple, je ne sais pas, peu importe, une action, on va dire Apple, et à la place du RSI, eh bien vous avez le Dow Jones. Donc si le Dow Jones était haussier, eh bien les acteurs du marché, les traders considéraient que eh bien l'économie était favorable et avant le Dow Jones était un bon indicateur de l'économie. Maintenant, les indices boursiers sont totalement décorrélés à l'économie réelle. Mais avant, ça avait cet indice, ça avait cette indication. Donc le Dow Jones, qui code depuis 1887, me semble-t-il, eh bien c'était à la base un indicateur qui était en dessous des graphiques et non pas un indice que vous pouviez trader. Voilà. Voilà donc pour cette information. Et ensuite est venu le S&P en je ne sais plus c'est quelle année, donc c'était bien plus tard, hein. C'était il me semble dans les années 40 ou 50. Et voilà, ensuite on a eu les indices qui sont devenus tradables car grâce aux dérivés.
Voilà, écoutez, merci à vous pour votre attention. Je pense qu'on a fait un bon 1896, voilà. Merci François pour cette précision. Donc 1896 pour la création du Dow Jones. Voilà, merci à vous pour votre attention. J'espère que ça aurait été complet, que ça vous aidera. En clair, hein, encore une fois, yen sous résistance, CAD sur support, dollar également sur support, mais pas en survente. Donc voilà, on a avec ces informations-là des possibilités forex pour cette semaine, comme l'achat cadienne, qui me semble, je pense, assez intéressante. Voilà. Merci à vous pour votre attention. Excellente journée. On se retrouve tout à l'heure pour le prochain webinaire, mon webinaire crypto-monnaie. Donc ça sera à 13h heure française. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, c'est sur le site DailyFX. Et voilà. Écoutez, merci à vous pour votre attention. Pour ceux que je ne trouve pas tout à l'heure, à demain pour mon prochain point de marché.